Chapitre 3. Alan, l'informaticien sans code. Le parcours du combattant. Celui qui va lentement va sûrement, mais celui qui court sans savoir où il va risque de tomber. Proverbe africain. Les portes de l'école polytechnique de Yaoundé s'ouvrirent devant Alan comme un portail vers ses rêves. Mais il ignorait alors que ce qui semblait être un chemin pavé de lumière serait en réalité un long corridor semé d'embûches. L'entrée dans cette institution prestigieuse où l'élite camerounaise est formée ne marquait pas la fin des luttes, mais seulement un nouveau commencement. Dès son premier jour, Alan comprit que l'admission à Polytechnique n'était que la première étape. La compétition entre étudiants n'était pas seulement intellectuelle, mais aussi sociale et bien souvent politique. L'école était un microcosme du système camerounais. Ceux qui avaient des appuis avaient plus de chances de réussir. Un professeur, en particulier, connu pour ses liens avec le gouvernement, se plaisait à rappeler à ses élèves: si tu n'as pas un oncle ministre, tu n'iras pas loin ici. Alan, sans relation, sans argent, mais avec une détermination qui allait au-delà de l'entendement, persévérait. La vie à l'école était loin d'être rose. Les amphithéâtres étaient surpeuplés, les conditions de vie inhumaines. Les chambres des dortoirs étaient infestées de moustiques et mal éclairées. Les toilettes étaient souvent bouchées et l'eau courante n'arrivait qu'une fois par semaine. Mais Allah n'eut jamais de temps pour se plaindre. Il était là pour une mission: réussir. Il vivait dans une petite chambre. La nuit, la chaleur suffocante de Yaoundé rendait le sommeil difficile. Parfois, Alan se réveillait en pleine nuit pour étudier, allumant sa lampe torche sur ses livres de mathématiques et de programmation. Le bruit incessant des insectes, des discussions des autres étudiants, des musiques de la rue l'empêchaient de se concentrer. Mais il se répétait sans cesse: quand le ventre est vide, la tête est pleine de rêves. Quand la tête est pleine de rêves, le ventre se fait oublier. Les épreuves s'enchaînaient. Un jour, alors qu'il était en pleine révision pour un examen de programmation, il apprit que sa mère, malade depuis des mois, venait de mourir dans leur village. Le monde d'Alan s'effondra. Il n'eut ni le temps, ni l'argent pour être présent lors des funérailles. La douleur de la perte se mêlait à l'angoisse du futur. Il se demandait: comment continuer à avancer quand la vie te prend tout, même tes racines? Mais, comme il le disait à ses amis, un arbre ne s'épanouit jamais sans ses racines, mais il faut savoir plier sans se rompre. Les semaines suivantes furent terribles. La culpabilité le rongeait, mais il n'avait d'autre choix que de continuer. Il n'avait pas d'autre famille à qui se raccrocher à part son rêve. L'université est devenue un champ de bataille quotidien où les réussites ne dépendaient plus uniquement de l'intellect, mais aussi de la résistance mentale. Les interrogations, les devoirs, les examens s'enchaînaient sans relâche et chaque échec était comme un coup de poignard dans son espoir. En deuxième année, Alan faillit abandonner lorsqu'il échoua un examen crucial de base en informatique.
Le système d'évaluation, déjà obsolète, était bien souvent biaisé par des critères subjectifs. Il y avait des rumeurs de corruption dans le processus de notation. Un étudiant plus connecté avait obtenu une note élevée sans avoir rendu un travail valable. Alan se souvint d'un proverbe qu'il avait entendu un jour de la bouche d'un vieux professeur. Si tu veux être un arbre, ne cherche pas à être l'ombre de l'homme. Trouve ta propre lumière. Mais dans les couloirs de l'école, la frustration était palpable. Un soir, un étudiant lui confia qu'il venait de payer 50 000 francs pour qu'un professeur lui donne une bonne note. Alan, bouleversé, se dit qu'il ne pouvait pas se résoudre à suivre cette voie. Mais il en vint à comprendre qu'à Polytechnique, ce n'était pas que le savoir qui comptait, c'était la capacité à jouer le jeu. Un proverbe africain dit, un poisson ne nage pas dans une rivière sans croiser les pierres, mais il apprend à les contourner. À ce moment-là, Alan prit une grande décision. Il n'abandonnerait pas. Il lutterait jusqu'au bout. Mais il savait que ces années à Polytechnique seraient marquées par des sacrifices que beaucoup ne comprendraient pas. Et ce sacrifice ne faisait que commencer. Pour le concours final de fin d'année, Alan se donna à 200%. Il faisait des journées de 16 heures de travail, alternant révision et projets pratiques. Mais à chaque nouveau défi, il se rendait compte que le véritable examen ne résidait pas dans les contrôles, mais dans sa capacité à tenir face à un système qui semblait plus corrompu que jamais. La politique, omniprésente dans l'administration de l'école, pesait lourdement sur les étudiants. Les élèves aux relations politiques bénéficiaient de projets sponsorisés, des bourses d'études et même des opportunités à l'international. Alan, de son côté, n'avait que ses livres et sa volonté de faire. Un proverbe dit, le lion n'a jamais peur de l'obscurité. Pour Alan, la lumière se trouvait dans son travail acharné. Il réussit finalement, mais non sans trauma. Lors de la cérémonie de remise des diplômes, le vice-doyen, un homme d'un certain âge, sourit et dit à tous les diplômés, n'oubliez pas, jeunes gens, qu'au Cameroun, la seule chose qui compte vraiment, c'est les relations. Les étudiants, ceux qui avaient obtenu leur diplôme grâce à des démarches politiques et non pas à leur travail, applaudirent. Alan, lui, n'applaudit pas. Il savait que cette victoire n'était qu'une première étape. La vraie guerre était encore à venir. L'après-polytechnique, le brouillard. Le succès ne consiste pas à gagner, mais à se relever après chaque chute, proverbe africain. Alan pensait que tout serait différent une fois son diplôme en main. À l'école polytechnique, il avait affronté de nombreux obstacles, mais chaque échec, chaque épreuve renforçait sa volonté de réussir. Il avait vu tant d'autres étudiants, issus de bonnes familles ou ayant des connexions politiques, obtenir des promotions, des stages, des opportunités. Lui, Alan, il avait triomphé dans l'ombre, en dehors des intrigues et des scandales. Mais la réalité du monde du travail allait lui faire découvrir une toute autre vérité. Un diplôme, c'est du papier, mais une porte qui ne s'ouvre pas, c'est un mur. Dès qu'il obtint son diplôme, Alan se lança dans la recherche d'emploi. Il se rendit tous les jours au salon de recrutement, envoyait des candidatures à des entreprises et pourtant, il n'obtenait que des réponses standards. Nous avons bien reçu votre candidature, mais nous avons choisi un autre profil. Pendant des mois, il se battit contre ce mur invisible. Il savait que son avenir ne dépendait pas de ses compétences,
mais des jeux de pouvoir et des connexions. Le lion ne devient pas roi à cause de sa taille, mais parce qu'il fait entendre sa voix. Pourtant, même si Alan criait sa volonté de travailler, personne ne semblait l'entendre. Le pays semblait sourd à sa lutte. Chaque matin, il se réveillait avec l'espoir qu'un appel allait venir. Il ouvrait sa boîte mail avec l'espoir de voir une invitation pour un entretien. Mais chaque jour, c'était la même. Pas de nouvelles, pas d'opportunités. Les lettres de refus se multipliaient, comme des épines dans son cœur. Un matin, après un entretien raté, il se retrouva à regarder un panneau d'affichage d'une grande entreprise. Tout autour de lui, des jeunes diplômés parlaient de leur dernière expérience, de leurs connexions, de leurs futures opportunités. Alan lui resta silencieux. Un collègue du quartier le rejoignit et lui dit, mon frère, ce pays ne donne rien aux enfants des pauvres. Tu as beau être brillant, sans relation, tu resteras dans les coins. Cela le frappa comme un coup de poing dans le ventre, et il comprit alors que le combat qu'il menait ne faisait que commencer. La solitude des diplômés. Les jours passaient et la solitude d'Alan devenait de plus en plus lourde. Il s'éloigna de ses anciens camarades de promotion, ceux qui, eux, avaient trouvé des emplois dans les sociétés privées ou dans la fonction publique grâce à leurs appuis. Ils avaient tous des voitures, des costumes de marque, des bureaux à la climatisation. Alan, quant à lui, dormait encore dans une chambre exiguë de son ancien quartier à Yaoundé. Parfois, il se demandait si ce qu'il avait vécu à Polytechnique n'était qu'un rêve. La pauvreté est un poison invisible qui attaque les rêves des jeunes. Et pour la première fois, Alan commença à douter de la voie qu'il avait choisie. Ses journées étaient un enchaînement d'attentes et de frustrations. Il allait à des entretiens qui se finissaient tous par des promesses vagues et des sourires condescendants. Nous reviendrons vers vous, disait-il, mais Alan savait que les portes se fermaient lentement derrière lui. Il se battait contre l'indifférence, contre un système qui semblait destiné à étouffer ses rêves. Les propositions dégradantes. Un jour, il reçut enfin un appel qui semblait une lueur d'espoir. Une entreprise de technologie l'invitait à un entretien. Ses yeux brillaient de joie, mais l'espoir ne dura pas longtemps. Lors de l'entretien, le recruteur, un homme en costume impeccable, lui annonça que l'entreprise cherchait quelqu'un pour une mission temporaire de 6 mois pour le poste de technicien informatique junior. Le salaire proposé était dérisoire, bien en dessous du salaire minimum. Mais je suis diplômé de Polytechnique. Vous ne pouvez pas m'offrir un salaire plus élevé? Protesta Alan. Mon jeune ami, la réalité est que le marché de l'emploi est difficile. Nous n'avons pas besoin d'un ingénieur ici, juste de quelqu'un qui saura résoudre les pannes de PC. Alan partit avec un sentiment d'amertume. Il savait bien que cette situation n'était pas un cas isolé, mais une norme dans un pays où les diplômes n'étaient qu'un bout de papier et où seule la politique, les relations et le système comptaient. Un diplômé sans emploi est comme une lampe sans lumière. C'était la triste réalité de sa situation. Malgré ses efforts, Alan ne pouvait pas échapper à la réalité du système qui le dégoûtait de plus en plus. Il commença à se rendre compte que la véritable réussite dans son pays ne dépendait pas de l'intellect, mais de la capacité à jouer le jeu de la politique et des relations. À chaque rencontre, à chaque entretien, il voyait des visages familiers de ceux qu'il avait toujours eu un soutien invisible, des coups de pouce. Mais lui, Alan, n'avait rien de tout cela.
La frustration se transforma en colère. L'humiliation et l'abandon. Le plus grand arbre du monde naît dans la boue. Proverbe africain. Les mois se transformaient en années et chaque jour semblait être une lutte de plus en plus pour Alan. Il avait commencé à perdre foi dans l'idée que ses efforts seraient un jour récompensés. Le Cameroun, avec ses promesses et ses illusions de grandeur, lui paraissait désormais un mirage, une terre où les rêves naissaient pour mourir dans l'ombre de l'injustice. Chaque matin, Alan se levait, la tête pleine de questions, l'âme alourdie par les mois d'échecs. Après des centaines de lettres de motivation envoyées et des entretiens avortés, il avait fini par comprendre que ces diplômes n'étaient rien d'autre que des morceaux de papier sans valeur dans un monde où seul le pouvoir des relations importait. Il n'avait jamais compris pourquoi les choses étaient ainsi. Pourquoi lui, l'intellectuel, celui qui avait sacrifié sa jeunesse pour obtenir son diplôme, était méprisé. Pourquoi lui, Alan, issu d'une famille pauvre, n'avait-il droit à rien? Pourquoi ses camarades, moins qualifiés, mais mieux connectés, recevaient-ils tous des opportunités, tandis que lui, qui se battait avec tout ce qu'il avait, était ignoré? Le crocodile ne mange jamais sa propre queue. Un jour, alors qu'il se rendait à un entretien, il aperçut un de ses anciens camarades de promotion qui sortait de la même entreprise. Il le salua, tout sourire, mais le camarade détourna rapidement les yeux et se hâta de s'éloigner. Alan, bouleversé, comprit alors que la distance entre eux n'était qu'une question de réussite professionnelle, mais un mur invisible que ses anciennes relations avaient construit autour de lui. On ne peut pas construire un pont avec des pierres que l'on jette au fond de la rivière. Alan se rendit compte qu'il était désormais seul, complètement isolé dans une mer d'indifférence. Un soir, alors qu'il marchait dans les rues de Yaoundé, il rencontra un vieux homme assis sur un banc. Le vieux lui dit, tu te bats contre des moulins à vent, mon garçon. Ce n'est pas la force qui compte ici, mais la stratégie. Alan, regardant le ciel étoilé, murmura, les étoiles brillent, mais elles n'éclairent pas toujours le chemin des hommes. Les tentatives de réconfort. Les rares fois où il réussissait à décrocher un entretien, l'humiliation était systématique. Lors d'un entretien dans une entreprise de télécommunications, il se souvint d'un moment qu'il allait marquer sa mémoire à jamais. Il attendait, assis dans une salle d'attente parmi une dizaine d'autres candidats, tous vêtus de costumes flambant neufs, leurs visages pleins d'assurance. Il n'était qu'un jeune homme en chemise délavée, le regard fuyant, rongé dans l'incertitude. Quand son tour arriva, il entra dans la salle avec la démarche nerveuse d'un lion prêt à affronter son bourreau. Le recruteur, un homme d'une quarantaine d'années, au regard glacial, ne prit même pas la peine de l'inviter à s'asseoir. Il resta debout, la main sur le dossier du candidat suivant, les yeux rivés sur l'écran de son ordinateur. Après une brève salutation, le recruteur lança. Bon, vous avez bien étudié à Polytechnique, mais vous n'avez pas les relations. On a besoin de gens qui connaissent des gens, pas des gens qui connaissent des algorithmes. Le coup fut comme un poignard en plein cœur. Alan, sur le moment, resta silencieux. Il serra les poings pour ne pas éclater en larmes. Ce pays ne reconnaît que ceux qui ont un nom, une famille, un carnet d'adresses. Le reste, on s'en fout. À la fin de l'entretien, alors qu'il se dirigeait vers la sortie, le recruteur l'interpella une dernière fois. Bonne chance, jeune homme.
Vous avez du potentiel, mais ici, on ne vous attend pas. La porte se referma derrière lui avec un bruit sourd, comme une promesse de défaite. Le jugement des autres. Ce qui faisait encore plus mal à Alan, c'était l'indifférence de ses proches. Ses voisins, sa famille ne comprenaient pas pourquoi un diplômé de Polytechnique n'arrivait pas à trouver un emploi. Les gens qu'il avait côtoyés pendant ses études, ceux qu'il avait admirés et encouragés, commençaient maintenant à le juger. Tu es un diplômé de Polytechnique, mais tu vis encore chez ton oncle. Pourquoi ne cherches-tu pas plus sérieusement? Les jeunes comme toi partent à l'étranger et réussissent. Et toi, tu es là à te lamenter. Qu'est-ce que tu attends? Ces mots étaient devenus comme des couteaux qui se plantaient dans son cœur chaque fois qu'il les entendait. Un soir, en rentrant chez lui après une énième journée de rejet, Alan croisa un ancien camarade du lycée. Ce dernier, vêtu de manière élégante et roulant une voiture flambant neuve, s'arrêta près de lui et lui dit avec un sourire moqueur: Alors, le futur ingénieur, tu as toujours pas trouvé de boulot? C'est dur, hein? Mais bon, peut-être qu'il faut juste savoir où taper aux bonnes portes. Les mots de cet ancien camarade résonnaient dans sa tête pendant des jours. Peut-être qu'il a raison. Peut-être qu'il faut frapper aux bonnes portes. Mais quelle porte alors? Alan savait que les portes qu'il aurait dû frapper n'étaient pas des portes qu'il pouvait ouvrir seul. Il savait qu'au Cameroun, comme dans tant d'autres pays d'Afrique, le jeu du pouvoir se jouait en dehors de la vue de tous. On ne devenait pas quelqu'un ici par mérite, mais par appartenance à un réseau. L'abandon des idéaux. À un moment donné, Alan en arriva à une conclusion dévastatrice. Il ne trouverait jamais de place s'il ne se soumettait pas au système. L'eau n'a pas d'odeur, mais elle peut noyer une ville entière. Cette réflexion le rongeait. Il avait perdu son innocence, sa foi en un système juste. La désillusion était totale. Les rêves qu'il avait nourris à Polytechnique semblaient désormais futiles et naïfs. Il pensait à ce qu'il avait vécu. Sa mère morte sans jamais voir son diplôme. Son oncle qui avait perdu espoir de le voir réussir. Il se dit que tout cela n'était qu'une illusion. À force de lutter contre les moulins à vent, il finirait peut-être par se retrouver seul, brisé. La nuit, il se réveillait souvent en sueur, les yeux grands ouverts, perdu dans ses pensées. Que faire quand on a tout donné, mais qu'on ne reçoit rien en retour? Se soumettre ou partir? Mais alors, partir où? L'arbre peut changer de lieu, mais il ne change jamais de racine. Les mois s'étiraient dans un brouillard épais. Alan se retrouvait dans un monde où l'injustice était plus évidente que jamais, mais où il n'avait plus de place. La politique, les connexions, la corruption, tout cela l'enveloppait et l'étouffait. Il savait que son combat n'était pas terminé, mais à quel prix? L'homme qui sait qu'il est battu et qui continue à se battre est celui qui a la dignité de ne jamais se rendre. L'évasion ratée, le retour de la dérision. Quand on n'a pas de chemin, l'âme cherche à fuir, mais la fuite n'est jamais la solution. Proverbe africain. La vie d'Alan semblait un éternel combat contre un vent de désillusion qui soufflait sur ses rêves. Après des mois d'humiliation, de rejet, des portes fermées et de promesses brisées, une idée folle germa dans son esprit. Il se dit qu'il n'y avait plus rien à perdre. Peut-être que loin de son pays,
Loin de cette terre qui ne le reconnaissait pas, il pourrait enfin se donner une chance de réussir. Ce fut alors qu'il prit la décision de fuir, fuir tout, fuir le Cameroun, fuir cette terre qui semblait trop injuste, trop corrompue pour offrir une véritable chance aux jeunes comme lui. Il se souvint des histoires de ceux qui avaient traversé la mer Méditerranée pour atteindre l'Europe, à la recherche d'une vie meilleure. L'oiseau qui rêve de voler ne se contente pas de l'air qu'il a, il veut toucher le ciel. Alan se dit qu'il pourrait aussi rejoindre ces multitudes de jeunes qui risquaient leur vie pour un rêve incertain. Mais lui, il n'avait plus rien à perdre. Il économisa ce qu'il pouvait, vendit quelques biens personnels et en secret prit la route pour l'Espagne. Il rejoignit un groupe de migrants qui se préparaient à embarquer à bord d'une embarcation de fortune, direction l'Espagne. Le voyage fut long, risqué et incertain. Mais à ce moment-là, Alan ne pensait qu'à une seule chose, la promesse d'un avenir meilleur, loin de la souffrance et des regards de dédain. Ce qui est facile à atteindre n'est souvent pas ce qu'on désire le plus. La traversée du désespoir. Les vagues frappaient le bateau de fortune, une petite embarcation qui semblait prête à se briser à chaque instant. Alan, le cœur battant, se tenait là, les yeux rivés sur l'horizon. Ses compagnons de voyage étaient tous aussi nerveux, mais ils n'avaient pas de choix. C'était la mer ou la mort, l'incertitude ou le néant. Les conditions de voyage étaient horribles. L'odeur de la mer, le froid glacial de la nuit et les bruits sourds des vagues se mélangeaient dans l'esprit d'Alan. Les jours passaient. Les espoirs de rejoindre l'Europe se fanaient peu à peu. Mais une petite étincelle au fond de son âme continuait à briller. Chaque mouvement du bateau, chaque cri dans la nuit le poussait à avancer. La promesse d'une vie nouvelle brillait encore devant ses yeux comme un phare dans l'obscurité. Finalement, après ce qui sembla être une éternité, le bateau atteint les côtes espagnoles. Alan avait réussi. Il était en Europe. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que sa traversée serait de courte durée. Alors qu'il et ses compagnons descendaient du bateau pour poser pied sur la terre ferme, les autorités espagnoles les interpellèrent rapidement. Le groupe fut arrêté et après quelques jours d'incarcération, Alan fut rapatrié manu militari au Cameroun. L'étoile qui brille ne brille pas toujours dans son propre ciel. Ce retour précipité ne fit qu'ajouter à la frustration et au sentiment d'échec d'Alan. Son rêve de fuite, celui qui l'avait poussé à prendre un risque aussi énorme, s'était brisé comme une coquille d'œuf sous le poids de la réalité. Mais au fond de lui, il savait que la souffrance qu'il venait de vivre ne pouvait pas être le dernier acte de son histoire. La traversée de la mer avait peut-être échoué, mais elle avait laissé en lui une empreinte indélébile. Le retour au Cameroun, un nouveau départ. À son retour au Cameroun, le choc fut brutal. Alan se sentit vidé, usé. Ses anciens amis, qui l'avaient peut-être un jour regardé avec respect, le voyaient désormais comme un échec. Certains se moquaient de lui en silence, d'autres le regardaient avec pitié. Un homme qui tombe se relève toujours, mais il porte les cicatrices de la chute. Alan se retrouva seul, sans travail, sans espoir, et pourtant, il n'abandonna pas. Il se dit que, même s'il n'était pas parvenu à fuir, il pourrait toujours trouver un moyen de faire une différence, ici, chez lui. Il se réfugia dans le travail de bénévole, dans des projets communautaires pour aider les jeunes de son quartier.
Il utilisa ses compétences en informatique pour enseigner gratuitement les enfants défavorisés, leur offrant ce qu'il avait eu lui-même. Une chance de mieux réussir dans le monde où les portes étaient souvent fermées pour ceux qui n'avaient pas de bonne connexion. L'homme qui enseigne aux autres nourrit sa propre âme. Alan se lança dans l'écriture et la création de programmes pour faciliter l'apprentissage dans les écoles publiques, apportant sa propre contribution à un système qui, selon lui, avait échoué aux jeunes. Il commença à animer des ateliers pour aider ses pairs à surmonter leurs frustrations et à trouver des alternatives dans un monde saturé de promesses non tenues. Il eut également l'idée de créer une plateforme en ligne pour aider des jeunes Camerounais à postuler pour des bourses et des emplois à l'étranger, mettant en avant les stratégies pour se préparer aux opportunités, tout en insistant sur l'importance de l'intégrité et de la persévérance. L'avenir appartient à ceux qui croient à la beauté de leurs rêves. Bien que ses efforts ne soient pas encore reconnus à grande échelle, Alan sentit qu'il avait retrouvé un sens à sa vie. Il avait compris que la véritable fuite ne résidait pas dans l'évasion physique, mais dans la capacité à changer de perspective. Ce n'est pas le vent qui décide du destin du bateau, mais la direction du capitaine. Son rêve d'une vie meilleure, d'une vie sans barrière, ne s'était pas envolé, mais il avait appris à le voir différemment. Il n'avait pas besoin de partir car il pouvait changer les choses de l'intérieur. Peu importe les obstacles, peu importe les échecs. Alan savait désormais que son combat pour l'avenir des jeunes Camerounais passait par l'entraide, la solidarité et la volonté de ne jamais se laisser abattre. La renaissance, l'espoir au bout du tunnel. Les ténèbres de la nuit précèdent toujours la lumière du matin. Proverbe africain. Après des années de lutte et d'épreuves, Alan n'avait plus la même vision du monde. Il avait traversé l'enfer, mais en sortant, il se rendait compte que ce parcours tortueux l'avait forgé, l'avait transformé en quelqu'un de fort, de plus sage. Ce qui semblait être un échec à chaque étape de sa vie devenait désormais la pierre angulaire de son renouveau. Il n'était plus le jeune diplômé déçu, celui qui pensait que l'avenir se mesurait uniquement par des réussites matérielles ou la reconnaissance immédiate. Non, Alan avait appris à voir les choses autrement. L'arbre qui tombe fait du bruit, mais celui qui pousse ne se fait jamais remarquer, et pourtant, il est le plus utile. Son travail auprès des jeunes, sa plateforme éducative qui aidait les Camerounais à se préparer pour l'international avait pris de l'ampleur. Petit à petit, les écoles publiques commençaient à lui faire appel pour des ateliers de formation en informatique. Des organisations non gouvernementales reconnaissaient son expertise. Il devenait peu à peu un leader dans son domaine, mais un leader silencieux, humble. Il n'avait pas besoin d'une reconnaissance brillante pour savoir qu'il avait enfin trouvé sa place. Un matin, alors qu'il animait un atelier pour un groupe d'adolescents d'un quartier populaire de Yaoundé, une vieille dame s'approcha de lui après la session. Elle le regarda droit dans les yeux et lui dit, « Tu vois, mon fils, ce n'est pas la mer qui te mènera loin, mais les rames que tu tiens entre tes mains. Tu n'as pas fui pour partir, mais pour te découvrir. » Ces mots résonnèrent dans l'esprit d'Alan. La vieille dame avait raison. Il n'avait pas trouvé de réponse à sa souffrance en fuyant, mais en affrontant sa propre réalité et en décidant de prendre la situation en main. L'arbre ne fuit pas la tempête, il s'y enracine.
une nouvelle perspective sur le monde. Peu à peu, Alan comprenait que l'avenir n'était pas un simple enchaînement de réussites individuelles. Il ne s'agissait pas de fuir pour aller chercher un idéal ailleurs, mais de changer les choses dans son propre pays. La dignité, l'honneur et la capacité à transformer son environnement étaient des valeurs qu'il avait redécouvertes. L'homme qui attend la pluie sans faire sa part de semences ne récoltera que des regrets. Allah ne savait pas encore où son travail l'amènerait, mais il savait qu'il était sur la bonne voie. Les échecs qu'il avait vécus étaient désormais des leçons, non des chaînes. Il était plus déterminé que jamais à prouver que la véritable richesse ne réside pas dans les opportunités extérieures, mais dans la capacité à forger sa propre voie, dans la résilience et dans la transformation de la communauté autour de soi. Le retour des doutes, une ultime question. Mais la route d'Allah n'était pas encore entièrement dégagée. Il ressentait encore parfois cette peur sourde, cette sensation de vide, de ne pas avoir complètement accompli ce qu'il avait envisagé. L'étoile qui brille dans la nuit n'est jamais certaine de sa place, mais elle brille tout de même. Le doute l'effleurait, et parfois, quand la nuit tombait sur lui, il se demandait si tout cela finirait par suffire. La vie d'Alan étant désormais consacrée à la jeunesse, mais il y avait encore des moments où l'inquiétude planait. Les obstacles qu'il avait freinés dans le passé, cette société qui ne lui avait pas donné sa chance, il savait qu'il était toujours là, invisible mais omniprésent. Il n'avait pas oublié la politique, les relations, les injustices systémiques. Il savait que son combat ne faisait que commencer. Celui qui a été pris dans le filet du piège ne doit jamais oublier que le piège existe. Un nouveau combat, l'espoir d'un futur meilleur. Mais une chose était sûre, Alan ne se laisserait plus jamais abattre. Son cœur battait désormais pour quelque chose de plus grand que lui. Et même si la route serait encore semée d'embûches, il savait qu'il pourrait les affronter avec le courage qu'il avait trouvé en lui-même. À chaque fin de journée, en revenant chez lui, il se sentait à la fois fatigué et fier. Fatigué d'un monde qui ne faisait pas toujours de place aux rêveurs comme lui, mais fier d'avoir trouvé la force de se réinventer, d'être devenu celui qu'il avait toujours voulu être, un homme capable de semer des graines d'espoir dans le cœur des autres. L'espoir n'est pas ce que l'on attend, mais ce que l'on fait naître. Alors, en levant les yeux vers le ciel, Alan se dit qu'il avait enfin trouvé sa voie. Peut-être que l'avenir était incertain, mais il savait qu'il n'aurait plus jamais peur de ce qu'il ne savait pas. Il avait découvert la force qui réside dans l'engagement et la persévérance. Et même si la politique, la corruption et l'injustice continuaient de le défier, il savait qu'il pouvait encore faire la différence, ne serait-ce qu'à son échelle. Suspense, l'inconnu à venir. Il n'y a jamais de fin véritable, seulement de nouveaux recommencements. Alan savait qu'il était au seuil d'un nouveau chapitre. Il n'avait pas encore découvert toutes les réponses, mais il savait que la route devant lui était pleine de possibles. Peut-être qu'un jour, il verrait un de ses anciens camarades, celui qu'il avait moqué après son retour d'Espagne, revenir vers lui, la tête baissée, cherchant une oreille attentive. Peut-être qu'un jour, un gouvernement, une ONG ou un entrepreneur viendra lui proposer de diriger un grand projet. Peut-être que ses efforts finiraient par être reconnus, mais ce n'était plus le plus important. L'horizon n'est jamais une ligne que l'on franchit, mais
un rêve à poursuivre. Alan avait désormais compris que ce qui comptait, c'était de continuer à avancer. Peu importe la reconnaissance ou la gloire, peu importe la destination, tant que le voyage valait la peine.